Ce coin de paradis, dont les coteaux sont inscrits à l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO, Pascal Pécriot le connaît bien pour l'avoir fréquemment arpenté durant sa carrière professionnelle au sein d'une prestigieuse maison de champagne. Il y retrouve Amélie Mongin. Amélie, j'ai toujours plaisir à être au Villers parce que c'est vraiment cher à mon cœur. J'ai travaillé pendant 30 ans pour le propriétaire de l'abbaye. Donc je connais bien toute la partie qui va de l'église jusqu'au bout du parc. D'accord. Mais à côté, c'est le village. Et le village, c'est toi qui connais. Déjà, est-ce que tu sais que l'abbaye, elle a été fondée en 650? Et c'est seulement après, en 658, que le village va se développer justement autour de cette abbaye. Mais avant ça, eh bien, aux origines, on avait un hameau. Alors ce hameau, il a été détruit plusieurs fois par les invasions barbares et les habitants ont cherché à se mettre en sécurité dans les hauteurs près de l'abbaye. Le nom du hameau s'est transformé en Alta Villers ou Alta Villare, le village haut, au Villers. On va aller voir ça. Ah ben je suis. On y va. Fief du moine bénédictin Dom Pérignon au XVIIe siècle, Auvillers est considéré comme le berceau du Champagne. Au cœur de l'ancienne cité, l'architecture témoigne encore du passé viticole du village. Alors c'est bien dans cette rue qu'il y a des maisons vigneronnes. Tout à fait. Et est-ce que tu sais comment on les identifie? Eh ben, je crois qu'ici on a des éléments pour identifier. Oui, tout à fait. On a de la brique pour les encadrements. C'est ça. Et puis il y a pour les murs du moellon calcaire recouvert d'un enduit. Et ce fameux porche ici, ce qu'on appelle le chartil. Le chartil, voilà, pour pouvoir rentrer la vendange et la travailler derrière, dans la cour. C'est ça. Et puis, on a cette élévation au-dessus. Et là, on a la date de 1800. 1800. Et c'est la maison de mon copain Henri. Ah! Eh oui, Faudra aller lui rendre un petit coucou. on ira lui dire bonjour. Maison viticole, ruelles étroites, toutes ces caractéristiques forgent l'identité du village champenois. Oui, au Villers, c'est vraiment un lieu qu'on visite à pied. Totalement. Regarde ces ruelles, c'est tellement agréable. Ah oui, en plus, ça a un charme incroyable. Et puis là, on arrive juste à côté de l'abbaye et on arrive C'est ça. sur l'ancienne église abbatiale. C'est dans cette abbaye, entre 1668 et 1715, que le père Dom Pérignon élabore un nouveau procédé de vinification. Grâce à son travail sur l'assemblage et à son esprit inventif, le champagne va acquérir ses lettres de noblesse et le nom du moine va entrer dans l'histoire. Et oui, on est vraiment sur les traces de Dom Pérignon, entre son abbaye, son église. Oui, on sent vraiment qu'il s'est passé quelque chose ici d'important et il y a passé du temps pour élaborer vraiment le meilleur vin du monde. C'était ça son but. Et comme ça, il nous a donné en fait la méthode d'élaboration du champagne. À l'exception de la prise de mousse, qui était un accident mais qu'on a su maîtriser et positiver. Au cœur de l'église abbatiale, sous cette dalle noire au pied de l'autel, repose le bienfaiteur d'Auvillers, celui sans qui le rayonnement de la Champagne n'aurait pas été le même. Dans les rues typiques du village, l'art viticole n'est pas l'unique spécialité. Sur les maisons, plus de 140 enseignes en fer forgé font référence à l'artisanat local. L'origine de ces enseignes, vraiment, c'est au Moyen-Âge. Puisqu'au Moyen-Âge, en fait, la population ne savait pas lire. Donc, les commerçants, pour indiquer ce qu'ils faisaient comme type d'activité, mettaient en place des enseignes. Auberge, boucherie, activité viticole, cette tradition des enseignes en fer forgé, un homme en perpétue le savoir-faire depuis 30 ans dans sa ferronnerie. C'est Xavier Babé. Oh Xavier! Oh Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je viens voir si t'es pas encore en train de nous faire quelque chose de splendide, comme d'hab. Je suis encore en train de faire une enseigne, tu vois, comme d'habitude. Je continue sur ma lancée, on s'arrête pas. Tiens, je te montre. Hop. Première étape pour concevoir une enseigne, assouplir le métal avant de le forger. Ouais, ça chauffe fort, mais qu'est-ce que ça fait comme température? Ah ben, il faut la passer presque au blanc, limite blanc, parce qu'après, sinon, ça nous fait un beau feu d'artifice. Donc, au blanc, t'es à 1200, mais on travaille surtout vers les 800 000 degrés.
Et forger, c'est à la fois du matériel et puis des gestes qui n'ont pas changé depuis des siècles. Ça a toujours été, hein, l'enclume, le marteau, la forge, le soufflet comme dans le temps, là. Puis les gestes, ils sont ancestraux, hein. On n'a rien inventé, hein. C'est les anciens qui les ont créés et on fait une continuité de ce qui se faisait dans le temps. Bon là Pascal, tu vois, la pièce elle est prête, elle commence à refroidir, donc on va pouvoir aller passer à la deuxième phase. On est parti. C'est bon. Allez, je t'emmène voir ce qu'on fait. Une fois l'ensemble des pièces réalisées, il faut maintenant les souder les unes aux autres. Donc Pascal, je vais te donner un masque pour éviter de te cramer. Garde des étoiles. Oui, tout à fait, Star Wars. On va passer en live. Et là. Et voilà. On est OK. Maintenant, comment c'est lire? Eh ben... Ah oui. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui font vivre et perdurer notre beau patrimoine champenois. Symbole de ce patrimoine régional, la majestueuse avenue de Champagne, à Épernay. C'est ici que Pascal retrouve Aurélie Bourré. On a quand même de la chance de visiter l'avenue de Champagne sous un si beau soleil. C'est sans doute que l'avenue de Champagne le mérite. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir tous ces hôtels, tous ces châteaux. Et oui, parce que ici, c'est les résidences, mais aussi les installations des grands noms du négoce champenois. Et c'est ça qui en fait un site emblématique pour la Champagne et pour la ville d'Épernay. Au XVIIIe siècle, dans cette avenue, le négoce du vin pétillant prospère et fait la richesse de la ville. Boiselle, Éterlin, Perrier-Jouët ou Moët-et-Chandon, au total 35 maisons de Champagne, soucieuses d'inscrire leur réussite dans la pierre, y font construire de somptueux châteaux et hôtels particuliers à l'architecture raffinée. Sous les fondations creusées dans la craie, une centaine de kilomètres de galeries abritent des millions de bouteilles du précieux nectar qui fait la renommée mondiale de la ville. À l'hôtel de Chandon-Trianon, où Pascal a travaillé pendant 32 ans, l'histoire des premiers négociants n'a pas de secret pour lui. Aurélie, nous arrivons dans la galerie des ancêtres. Dans cette famille de négociants, on a le plus proche de nous dans l'histoire, Pierre-Gabriel Chandon, donc le Chandon de Moët-et-Chandon. Et puis ici, les deux hommes les plus importants, puisqu'on a le fondateur, Claude Moët. Officiellement, il fonde la maison en 1743. Et puis ici, Jean-Rémy Moët, le petit-fils de Claude, qui est le premier à faire construire son hôtel particulier sur l'avenue, un hôtel aussi ostentatoire. Lorsque Jean-Rémy Moët prend la direction de la maison fondée par son grand-père en 1792, il a l'ambition de faire rayonner la marque dans le monde entier. La construction de son nouvel hôtel particulier sera son étendard. Ce qu'on voit tout de suite quand on rentre, c'est le détail, en fait, le soin apporté à la décoration. Le but, c'était vraiment d'impressionner quand même les hôtes de prestige qui arrivaient de Paris, d'Allemagne, etc. Tous les gens, en fait, que réceptionnait Jean-Rémy Moët. Et Napoléon a séjourné ici, à l'hôtel Moët. Alors Napoléon a dormi dans la pièce à côté, ce qui fait de l'hôtel Moët un palais impérial. Mais il n'y a pas eu que Napoléon. Nous avons d'ailleurs ici la liste des visiteurs illustres, avec, par exemple, le roi de Prusse, le roi de Bavière, le roi de Saxe, l'empereur d'Autriche, le tsar de Russie. Savamment orchestrée par le maître des lieux, la visite de ces personnalités marque l'essor de l'avenue de Champagne. Dans le jardin de l'hôtel, on se déplace du monde entier pour déguster à la source le précieux breuvage. Il est quand même très agréable, ce jardin à l'anglaise. Et puis on a aussi un cours d'architecture. On a trois bâtiments différents. L'hôtel Camia avec les briques, l'hôtel de Jean-Rémy Moët néoclassique, et puis ce grand bâtiment, le bâtiment commerce, en briques industrielles. Et en plus, c'est une leçon d'histoire d'entreprise, où il y a tout sous le même toit. Il y a sa résidence, il y a ses bureaux, il y a en sous-sol les caves pour faire le vin, et puis de l'autre côté, les logements du personnel. À Épernay,
Si les maisons de Champagne rivalisent d'imagination pour refléter le prestige de leur grand cru, l'une d'entre elles, du haut de sa tour de 66 mètres, a su se démarquer. Alors c'est une maison plus récente que celle qu'on a déjà visitée. Là, elle est de la fin du 19e, en 1880. Et elle s'appelait pas de Castellane au début, elle s'appelait l'Union Champenoise. Donc ici, on a la tour Castellane. Donc là, c'est vraiment l'emblème de la ville. Et c'est une tour qui date de 1903-1904. Et ce qui est marrant, en fait, c'était un château d'eau au départ. C'était pour que le site soit en autonomie complète au niveau de l'eau. Et en fait, au premier hiver, les tuyaux ont gelé. Donc aujourd'hui, on s'en sert vraiment comme une tour publicitaire qui est visible sur toute la vallée et sur tout Épernay. Fondé en 1895 par le vicomte Florent de Castellane, cet hôtel particulier s'étend sur 200 mètres le long de la voie ferrée Paris-Strasbourg. Dans le hall d'entrée, trône un impressionnant escalier d'honneur. Alors, il faut s'imaginer ici les clients qui arrivaient par cet escalier pour acheter leur champagne. Et c'est pour ça qu'en fait, la décoration est aussi soignée. On a par exemple, juste au-dessus de nous, le blason de la ville d'Épernay avec les 3 roses. Et puis derrière, on a l'amour qui nous offre une coupe de champagne. C'est sympa de sa part. Maintenant, je vais te montrer un lieu qui est unique en Champagne. Encore un? Encore un. On y va. Au sous-sol, dans la salle des étiquettes, une immense armoire en chêne des années 30, flanquée de milliers de petits casiers. C'est incroyable. Tout autour de la pièce et même au milieu, des casiers, des casiers, des casiers. Alors, il y en a 7000 7000 dans cette pièce. Et je vais te montrer ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, la précieuse mémoire de la maison de Champagne est conservée. 4452. Là, on dépasse les 5000. Tu m'aides à ouvrir? Allez. Ah oui, ça fait son poids, hein. Hop, voilà. Oh là 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 là. La maison de Castellane, c'est la seule maison de Champagne qui proposait à ses clients de faire des étiquettes personnalisées. C'est-à-dire que le client pouvait avoir son étiquette, il pouvait décider ce qu'il écrivait dessus. Et ça, c'est vraiment la particularité de la maison de Castellane. C'est pour ça qu'il y en a des milliers. Et c'est pour ça qu'il y en a des milliers. Et puis avec des noms, alors évidemment, il y a l'Union Champenoise. C'est ici. Jeanne Lorraine. Jeanne Lorraine avec les armoiries Jeanne d'Arc. Et puis des étiquettes un peu plus, alors là, fantaisistes. Alors ce qui est intéressant, c'est le petit texte qui est écrit en dessous. Il est écrit donc « Il a puissance sur toute douleur, maladie, infirmité, débilité, allongeant la vie selon la permission de Dieu et triomphant des misères de ce monde. » Et ça, c'est signé Nicolas Flamel, XIVe siècle, un alchimiste. Donc c'est une autorité indiscutable. C'est ça. Dans la région d'Épernay, si une grande partie de l'économie locale est tournée vers le vin pétillant, sous les vignes de Fleury-la-Rivière, dans la cave de Patrice Legrand, ce n'est pourtant pas du champagne qui mature. Ici, le burin de l'ancien vigneron révèle des gastéropodes vieux de plusieurs millions d'années, uniques dans le département. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Pascal. Alors je suis vraiment impressionné parce que là on est à 28 mètres sous terre. On a des coquillages énormes et ça nous emmène à 45 millions d'années en arrière. Alors, il faut s'imaginer, il y a 45 millions d'années d'ici, on était en présence d'une mer chaude de climat tropical qui recouvrait donc tout le bassin parisien. Et les mers de ce bassin de Paris s'étendaient jusqu'en Champagne. Alors, ce bassin, il s'est rempli de toute cette sédimentation, donc un sable très chargé en calcaire, un tuffeau. Et dans ce tuffeau-là, eh ben, on retrouve plein de fossiles, principalement des coquillages. C'est vraiment des sacrés gastéropodes, là. Ah, 60 cm de long. Oui, là, tu t'envoies un petit échantillonnage, mais t'es pas au bout de tes surprises, tu vas voir, je vais t'en montrer. Allez, je te suis. Ok. Sur ce terrain acquis en 1997, Patrice enquête avec patience et minutie sur les fossiles que renferment encore les sous-sols de ce coin de Champagne. Alors tu vois, là, il y a plus ou moins 250 mètres de galeries à visiter. En véritable géologue, il a mis à jour plus de 300 espèces différentes. C'est incroyable tout ce qui est autour de nous. Et tout ça, c'est juste une seule couche, à un moment précis de l'histoire de ce gisement. Voilà, donc ça, c'est une couche qui correspond à une période bien précise où cette espèce-là a pullulé dans le fond de la mer de l'époque, quoi. Et alors là, donc, on a mis à jour cette couche-là. Ce que tu vois là, c'est une présentation naturelle. On a donc dégagé les grands coquillages, mais ainsi, tu as tous les coquillages qui est autour. Cette faune, à l'extraordinaire abondance et en parfait état de conservation, intrigue les spécialistes.
C'est pas des fossiles, c'est pas des empreintes, c'est le Alors, coquillage lui-même. C'est le coquillage lui-même, mais ce sont des fossiles parce qu'ils sont très vieux. Et est-ce qu'on a une idée de la raison ou de la façon dont ils ont disparu? Donc nous, on pense à une surpopulation. Hein, ils mangent tout ce qu'il y avait, ça amène leur disparition. Ce qui est possible aussi, ça va être un ensevelissement rapide. Mais alors ça les étouffe et... Ça asphyxie l'escargot par lui-même, mais ça protège la coquille. À l'invitation de Patrice, Pascal ne résiste pas à la tentation de jouer à son tour au paléontologue en herbe. Voilà, moi je commence juste là à rentrer dans le jeu. Mais toi, t'as l'intention d'arrêter un jour ou pas? Ah, moi, tant que je pourrais creuser, je creuserai. Le jour où je creuserai plus, c'est que ça n'ira plus. Ouais, et c'est fantastique parce que quand tu vois apparaître progressivement le fossile, t'as vraiment l'impression de faire une découverte. Ouais. Ah, ça, c'est le grand plaisir ici, et c'est le plaisir de la découverte, quoi. Et alors là, la découverte est permanente parce qu'on trouve toujours, quoi. Donc c'est du bonheur, quoi. Moi, je suis un vrai gamin dans mes sables avec mes coquillages, c'est super. C'est bien de retomber en enfance comme ça. Ouais.